Bonsoir, vous êtes dans le cadre des Dimanches de Dorvador avec notre conférence qu'on organise régulièrement grâce à Liliane et Dominique qui sont les chevilles ouvrières. Et je passe tout de suite la parole à Liliane qui va nous présenter notre invité de ce soir pour parler du procès Papon. Je parle de monsieur Jean-Marie Matisson. Monsieur Matisson, bonjour et merci. Bonjour à tous. Monsieur Matisson, avec votre famille, vous avez été les premiers à témoigner contre monsieur Papon dans le cadre d'une partie civile d'un procès. Et vous êtes aujourd'hui président d'honneur du comité Laïcité République. Dans votre livre, vous avez retracé toute la procédure du procès Papon qui a conduit jusqu'à son inculpation à 10 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité. Et c'est ce que vous allez nous relater ce soir avec tous les détails que cette procédure a duré 20 années. Monsieur Matisson, je vous passe la parole. Oui, merci. Je n'ai pas très bien entendu ce que vous disiez, mais il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Attendez, je vais lancer la chose, moi, avant de parler de la condamnation de... Oui, non. Vous êtes, en fait, votre père et monsieur Stilinski ont été à l'origine de ce procès. Et alors, je pense que le mieux pour comprendre tout ça, c'est qu'en fait, monsieur Stilinski a lancé déjà, non pas contre Papon lui-même, mais des plaintes au moment de la libération qui n'ont rien donné. Et c'est seulement des années plus tard, et en ayant monté tout un dossier et en ayant trouvé des archives, que les choses ont pu se faire. Donc déjà, est-ce qu'on peut expliquer, s'il vous plaît, qui était votre père et M. Stilinski, qui ils étaient dans cette affaire, et comment le dossier s'est monté? D'accord. Donc, si vous voulez, il faut revenir vraiment à l'origine de l'affaire et du procès, de la procédure, de notre engagement personnel, familial, etc., à octobre 42. En octobre 42, il y a un fourgon de police qui se gare dans la rue de la Chartreuse, une rue qui n'existe plus aujourd'hui à Bordeaux, qui était dans la rue principale du quartier de Mériadec, où il y avait la plupart des Juifs d'Europe de l'Est qui arrivaient à Bordeaux, qui étaient installés. Octobre 42, donc il y a dans ce fourgon de police des policiers qui viennent arrêter le père de Michel Stilinski, Michel Stilinski qui arrive à s'évader, sa sœur qui est arrêtée, mon arrière-grand-mère qui est arrêtée et un de mes cousins qui a 6 ans, donc qui se trouve dans le fourgon. Ils attendent dans le fourgon quelques heures, le temps que la police essaye d'attraper Michel Stilinski, qui réussit à s'évader, qui rentre dans la résistance. Ils sont conduits au camp de Mérignac, et au camp de Mérignac, la sœur de Michel Stilinski est libérée, arrive à s'échapper. Les autres sont tous déportés à Auschwitz et il n'y aura pas de revenants, donc ni le père de Michel, ni mon arrière-grand-mère, ni mon cousin qui avait 6 ans. Et en 47, la sœur de Michel Stilinski se promène dans Bordeaux, place Gambetta, la place principale de Bordeaux, et elle reconnaît les 2 policiers qui sont venus les arrêter, et donc elle les suit, elle les poursuit, elle voit qu'ils sont toujours en activité. Et à ce moment-là, avec son frère Michel, on est en 1947, il décide de porter plainte contre eux. À l'époque, c'est le tribunal militaire de Bordeaux qui juge, qui instruit la procédure. C'est considéré comme un crime de guerre. Et le tribunal militaire désigne un inspecteur, l'inspecteur Katz, qui est chargé de faire l'enquête. Donc, il enquête normalement, et à un moment donné, il arrive au point crucial de son enquête et il demande une commission rogatoire pour ouvrir les archives de la préfecture de la Gironde, parce qu'il a bien compris que c'était là que se passait et qu'étaient donnés des ordres d'arrestation, de séquestration, etc. Et du jour où il demande cette commission rogatoire, le tribunal militaire prononce un non-lieu. Alors, la véritable raison, on ne la connaît pas, mais il faut savoir qu'à l'époque, Maurice Sabatier, qui était préfet régional, a été nommé au ministère des Armées, et il est numéro 2 du ministère des Armées,
et le juge militaire de Bordeaux répond directement à ses ordres. Dès qu'il voit qu'on rentre dans la préfecture, il demande, il prononce le nom de Dieu. Et depuis ce moment-là, Michel Sitansky n'aura de cesse de découvrir les pièces, les preuves qui désignent les véritables responsables de la déportation de ses parents. Donc, il mène des enquêtes, il se transforme en archiviste, enfin historien amateur. Il travaille beaucoup sur les spoliations également de la communauté bordelaise. Et dans les années 70, il y a un chercheur qui sait sur quoi il travaille, M. Cavagnac, qui trouve des archives, des pièces, des ordres d'arrestation signés d'Amen Papon. Donc, la fameuse signature Papon qui va hanter la procédure et le dossier, et il les montre à Michel Sitansky. Il les réunit, il les range, il les organise, etc. C'est tout un travail d'historien. Et en 1980, il demande à Gérard Boulanger, donc notre avocat, de se constituer donc en partie civile pour crime contre l'humanité. Il demande au MRAP de le faire. Donc le MRAP, ils organisent une réunion publique à Bordeaux, 79, dans laquelle ils annoncent la constitution de partie civile. Le MRAP se constitue partie civile pour crime contre l'humanité, mais à cette époque, la plainte du MRAP, a été jugée irrecevable parce que le MRAP n'était pas constitué à la période des faits, en 1942. Et voyant cela, donc, il demande à des parties civiles individuelles de se joindre à l'affaire. C'est comme ça que Gérard Boulanger et Michel Sitansky viennent nous voir, mon père, moi. Ils nous demandent si on veut, à titre individuel, nous constituer partie civile. C'est comme ça que nous rentrons dans la procédure. Mon père, moi-même, ma grand-mère et une cousine, Esther Fauchère. Donc, nous sommes les 4 premiers plaignants de l'affaire Papon. Nous déposons plainte en 81. Et notre plainte sera toujours présente dans la procédure. C'est-à-dire que chaque fois que la procédure va être annulée, chaque fois qu'elle va être, il va y avoir un fait ou un événement qui fait qu'on revient au départ, toutes les plaintes sont annulées, sauf la nôtre, puisqu'on on redémarre l'affaire toujours sur notre dépôt de plainte initiale. Voilà comment notre famille a été donc présente depuis le début de la procédure. Donc, Michel Sitansky, si vous voulez, c'est l'homme qui est à l'origine de l'affaire Papon, et mon père, c'est la première partie civile à se joindre au procès. Donc, si vous voulez, Michel et mon père étaient amis d'enfance, ils jouaient ensemble à Mergadec, et donc ils sont connus. Oui, ces 2 amis d'enfance qui se retrouvent donc dans ce dossier. Alors, ce que je trouve, sachant aussi que notre ami fait partie des déportés de juillet 42, c'est-à-dire qu'on est les premiers déportés de Bordeaux. Donc, chronologiquement, c'est important que ça soit des familles de juillet 42 qui se constituent partie civile. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne déjà sur cette période parce que c'est très intéressant. D'abord, sur Maurice Papon, j'imagine que Michel Sitansky, quand il s'en prend à ce dossier, qu'il essaie de chercher des responsables, il devait même peut-être ignorer le nom de Papon au départ. C'est pas quelqu'un qu'il a rencontré, c'est pas quelqu'un, c'est un administratif, Papon, hein, c'est la préfecture. Pour nous, au départ, c'est pas Papon, hein, c'est les responsables de préfecture. Donc, il y avait Maurice Sabatier, préfet régional, Maurice Papon, secrétaire général, Norbert Échouer, qui était le commissaire de police, le responsable du service des questions juives, qui malheureusement était décédé dans les années 80, puis derrière, Jean Leguet et René Bousquet. Voilà. Donc, on n'a pas porté plainte contre Papon, on a porté plainte contre toute personne responsable de la déportation. Alors, et deuxièmement, on a porté plainte pour des faits qui sont qui sont constitutifs du crime contre l'humanité, mais parce qu'ils allaient au-delà des demandes allemandes. On va essayer de voir tout à l'heure comment ça s'est passé, mais à Bordeaux, la préfecture et la police française ont été largement au-delà de ce que leur demandaient les Allemands. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc finalement au départ un monsieur seul, Michel Sitansky, par la suite une petite équipe autour de lui, dont votre père qui est au premier chef.
et bien sûr le maître Boulanger, leur avocat, et donc une poignée de gens, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, parce que Papon, les gens ne le savent peut-être pas tous, mais est un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire, donc responsable à Bordeaux pendant la guerre, donc à la préfecture, mais qui va continuer sa carrière. La libération, il n'y a pas d'épuration dans cette administration, et Papon représente l'État français sous Vichy et continue évidemment sa carrière après. Et ça, c'est un point très important. Et Papon a eu différents postes, y compris, bon, il est célèbre pour avoir été responsable de la police à Paris au moment fameux où on a jeté quelques militants du FLN ou supposés militants dans la Seine. On le retrouve de temps en temps. Il a même été ministre de Raymond Barre, enfin, et ministre du budget, je crois. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment l'archétype du haut fonctionnaire qui fait son boulot, très intelligent. C'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant à sa manière, et totalement froid. Tout à fait. Donc, vous attaquer à lui, c'est vous attaquer, dans le fond, à toute la suite de l'histoire de la 4e et la 5e République, quelque part. Donc, si vous voulez, d'abord, Papon, vous dites qu'il n'a pas été épuré, mais en fait, il est passé par un comité d'épuration. Il a reçu la note de 4/5, et après-guerre, donc juste après la guerre. Et après-guerre, 4/5, ça voulait dire qu'à 5, on était fusillés. À 1, on avait une médaille, et 4/5, il aurait dû être radié de l'administration. Donc, pourquoi il n'a pas été? Parce que De Gaulle n'a pas voulu. C'est-à-dire que De Gaulle, si vous voulez, De Gaulle avait 2 soucis à la libération. Le premier souci, c'était de conserver une indépendance vis-à-vis des États-Unis dans la politique extérieure de la France. Et en politique intérieure, il voulait donc se positionner par rapport à l'influence du Parti communiste qui était à l'époque majoritaire. C'est-à-dire, je crois que la première élection après-guerre, c'est une élection municipale et le Parti communiste fait à peu près entre 50 et 60% des voix, ce qui veut dire que pour lutter contre ça, qu'est-ce que fait De Gaulle? Il demande à l'administration française de rester en place. Et Papon, mais également tous les fonctionnaires de Bordeaux ont des promotions. C'est-à-dire que Papon passe la guerre sous Pétain, il a 2 promotions, il se retrouve préfet à la sortie, préfet des Landes. Le responsable du service descendant se retrouve sous-préfet du Médoc. Maurice Sabatier, on l'a vu, numéro 2 du ministère des Armées, etc., etc. Donc tous ces gens-là ont des promotions grâce au travail qu'ils ont fait avec sous Pétain. Après, sous le gouvernement Guy Mollet, il est préfet IGAM à Constantine. Et après, sous De Gaulle, il devient militant gaulliste et il devient, comme vous l'avez dit, ministre du budget, préfet de Paris, etc., etc. C'est là d'ailleurs que lorsqu'il est préfet de Paris en 60, dans les années 59-60, qu'il obtient sa carte de résistance. Voilà, donc c'est malheureusement, pour nous, ça a été le frein principal, c'est-à-dire que le fait que Papon se présente comme un gaulliste et comme un résistant fait qu'à Bordeaux, par exemple, le maire de Bordeaux, Chaban-Delmas, a toujours soutenu Papon en disant qu'il est Papon et des nôtres, et j'interdis à quiconque dans mon entourage d'aider les partis civils. Par exemple, le président de la LICRA de Bordeaux, maire adjoint de Bordeaux, sous Chaban-Delmas, ne nous a jamais rejoints en tant que parti civil, alors que son père était déporté par Papon, et alors qu'on lui en a amené la preuve. Alors, du coup, moi, je trouve que dans le procès Papon, on a le temps d'avancer dans cette affaire qui est assez complexe, mais ce point-là de départ est extrêmement important parce que, et pour ça que je me permets d'insister, à travers Papon, c'est finalement tous ces gens qui se sont tout à fait bien recyclés, qui se sont quelquefois inventés, parce qu'il n'y a pas que Papon, ils se sont quelquefois inventés un passé de résistant, quelquefois réel d'ailleurs, parce qu'ils étaient assez intelligents pour manger à tous les râteliers, et quelquefois inventés, chez Papon c'est pas très clair, et donc
ces gens-là gravissent les échelons, vivent tranquillement. Évidemment, derrière Papon, il y a, si je peux me permettre, un plus gros poisson, c'est Bousquet, hein, le responsable de la RAF du Veldiv, donc c'est pas rien, qui lui-même aussi continue très haut fonctionnaire, personnage également très brillant, et qui lui aussi continue à faire tranquillement carrière. Et tout le monde connaît l'amitié qui lie Bousquet et François Mitterrand, qui continue à se voir, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, à travers ces personnages-là, on se rend compte de la grande limite de ce qu'a été finalement le ménage ou fait sous l'épuration. Il y a eu, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu, mais finalement, la plupart des responsables s'en tirent très bien, notamment face à la question de la déportation des Juifs. C'est-à-dire que si Papon avait déporté un train de résistance, ce serait peut-être plus mal passé pour lui, j'imagine. Il a fait aussi le fameux train fantôme dont on parle de résistants, il était passé par Bordeaux. Donc il a fusillé à Bordeaux, je crois, une quinzaine de résistants qui étaient dans le train fantôme. Le train fantôme, c'est à la fin de la guerre. Non, mais c'est sûr, c'est que. Alors, le premier aspect, si vous voulez, à mon avis en tout cas, c'est que au retour des camps, les familles n'en parlent plus. C'est-à-dire qu'il y a une chape de silence. Et même dans notre famille, par exemple, on ne parle pas des déportés. C'est le blackout complet. On se réunit le dimanche, on parle des exploits de résistance du grand-père, du père, de l'oncle, etc. Mais jamais un mot sur les déportés. Et je crois que dans la société française, il y a eu cette chape de silence qui a existé. Par exemple, le 1er 11 novembre après-guerre, il y a, je ne sais plus combien, 11, 12 ou 13 cercueils qui représentent chaque famille qui s'est battue pour libérer la France. Et là, il n'y a pas de cercueil pour les déportés. Pour les déportés juifs et raciaux. Oui. Donc, c'est vraiment général. Et puis, je pense que moi, je me suis rendu compte à travers le procès, la procédure, etc., c'est que toutes les personnes qui ont connu cette période ne veulent plus en parler. Qu'ils soient résistants, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient accusés, qu'ils soient responsables. Il y a un blackout complet. On ne parle pas de cette période. Et De Gaulle a bien dit que ce n'était pas la France, etc., etc. Il a fallu qu'il y ait en 95 Jacques Chirac pour dire que à cette époque-là, la France avait accompli l'irréparable pour que ce silence là se disparaisse. Mais pourquoi? Parce que Chirac, pendant la guerre, il n'a pas vécu la guerre. Il n'a pas connu la guerre. Oui. Il a connu trop jeune, il n'était pas acteur pendant la guerre, alors que jusqu'avant lui, il y avait De Gaulle, enfin. Alors, moi, je trouve aussi un des aspects tout à fait intéressants de l'affaire Papon et notamment de ce que vous avez écrit dessus. C'est-à-dire que vous avez des gens très importants dans la France de la Ve République et des gaullistes, des gens profondément, on ne peut pas leur reprocher une quelconque collaboration, mais qui n'ont aucune envie de voir un tel procès prendre jour. Et finalement, ça casse les pieds, si je peux me permettre l'expression, à tout le monde. Et, en tout cas, à beaucoup de gens. On n'a pas envie de mettre le nez là-dedans, on n'a pas envie d'ouvrir ces dossiers. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve ça d'autant plus remarquable que ce soit des individus qui, avec grande opiniâtreté, et vous avez commencé à en parler, avec donc chaque fois des refus de procédure, de non-lieu, etc., et qui remettent en permanence l'ouvrage sur la table. Une cité qu'on est arrivé au procès, c'est clair. Hein. Ça a été reconnu unanimement. Sans les parties civiles et sans notre travail et notre action, le procès n'aurait jamais eu lieu. Alors, quand il y a eu l'annonce du procès, j'imagine que ça a été un moment très fort dans vos familles. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était une victoire déjà. Enfin, pour nous, la première victoire, si vous voulez, c'est le fait que donc on est tout seul et on se bat tout seul pendant une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que pour nous,
la première chose qu'il fallait, c'est que la communauté juive de Bordeaux se joigne à nous. Et au début, elle refusait. Enfin, pas de... Et il a fallu attendre 88 ou 80, je sais plus, 88, 89 pour que le consistoire israélite de Bordeaux se constitue partie civile avec une conséquence directe, c'est que l'avocate du consistoire israélite de Bordeaux s'appelle Caroline Degepers, maître Caroline Degepers, qui est maire adjoint de Bordeaux. Donc le veto, le diktat de Chaban tombe. Et à ce moment-là, il y a toutes les associations bordelaises qui se joignent. l'IPA, Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Et après, ça prend une ampleur nationale. Et là, c'est là qu'on a su qu'on avait gagné au moins la bataille de la procédure. Et après, alors le renvoi de Papon devant la cour d'assises, ça a lieu en 95. Donc, pour nous, en 95, on savait, on attendait simplement qu'il fasse appel, qu'il aille en cassation. La durée de 18 ans de la procédure n'est due qu'au fait qu'à chaque fois qu'il y avait un acte contre lui, Papon faisait appel et se constituait à aller en cassation. Donc, vous imaginez le nombre de fois qu'il y a une procédure contre lui, c'est ce qui fait 18 ans de procédure. Il n'y a pas eu de frein politique, à mon avis. Il n'y a pas eu de frein. C'est pas seulement ça, il contre-attaque. Bon, c'est un procédurier, il connaît le droit, c'est quelqu'un qui est bien conseillé, c'est quelqu'un qui a de bons avocats. Le contre-attaque ne retarde pas la procédure. C'est-à-dire que la procédure a lieu, elle se déroule, et il continue. Par exemple, on a été inculpé par lui c'était quoi le terme exact, de dénonciation calomnieuse. Il a attaqué mon père en diffamation, il a attaqué les journaux en diffamation. Dès qu'on disait quelque chose sur sa responsabilité, il a une procédure. Il perdait tous ses procès, mais ça n'a pas retardé le procès. Ce qui a retardé le procès, c'est l'affaire du jury d'honneur. Mais il y a un membre de votre famille, vous le signalez, je voudrais que vous expliquiez ce petit point-là qui est quand même touchant, qui justement va mourir sans voir le procès et qui avait été accusé en diffamation, ce qui est évidemment, c'est terrible d'être accusé en diffamation alors qu'on est soi-même victime. Oui, c'est ma grand-mère. Vous pouvez dire quelques mots sur ça? Oui, ma grand-mère a dit... Lorsqu'on nous met en accusation donc, pour dénonciation calomnieuse, déjà à Bordeaux, il y a un juge qui est chargé de cette plainte et qui dit dans les couloirs je vais me payer les juifs de la terre Papon. Donc ça veut dire que quand même à Bordeaux, il y avait encore des réminiscences de la haine raciste et antisémite, quoi. Et ma grand-mère, donc, voit arriver 2 gendarmes chez elle qui lui remettent l'inculpation, ce qui a été très dur pour elle. Et, et elle meurt sans inculper, puis il a retiré sa plainte pour diffamation quelques mois avant le procès. Sur les conseils d'un de ses avocats, donc, qui lui demandait de retirer cette plainte. Mais c'est sûr que, et en plus, premièrement et deuxièmement, je crois qu'il y a eu 4 plaignants qui ont retiré leur plainte. Donc, il y a une forme je me permets de qualifier de forme de torture morale à l'égard de gens comme votre grand-mère qui sont victimes, dont on a déporté la famille et qui, voir les gendarmes venir, on aurait pu l'envoyer un recommandé ou je ne sais quoi, voir les gendarmes débarquer chez soi quand on a vécu les heures sombres de l'occupation, ça fait quand même bizarre. Alors, passons maintenant au procès lui-même. Comment démarre-t-il finalement? Le procès lui-même, donc, il est renvoyé en cour d'assises en 95, il fait appel, il va en cassation. En début 97, son pourvoi en cassation est rejeté et le procès commence en 97. Octobre 97, si ma mémoire est bonne, le 8 octobre 97. Et à ce moment-là, donc, il se présente, il est mis en prison. Il doit se présenter devant un cour d'assises prisonnier, donc. Et un des premiers actes du procès, après avoir désigné les premiers actes du procès d'assises, c'est la désignation des jurés. Donc, on passe une journée à voir les jurés, les avocats choisissent, récusent tel ou tel juré, etc. Et le procès commence et le maître Varro, donc l'avocat de Papon, demande la mise en liberté de Papon.
Ça, c'est le premier acte. Alors, excusez-moi de vous couper, juste. Il y a un point que je ne voudrais pas qu'on oublie quand même. C'est d'abord, tout ce temps de procédure, c'est très important parce que pendant ce temps-là, Papon vieillit Oui. et avec évidemment de fortes chances de ne pas le voir arriver au procès. Et il a quel âge au moment du début du procès? Vous vous souvenez à peu près? 87 ans, je crois, quelque chose comme ça. 87, je sais. Oui. Donc il est très âgé, il a encore toute sa tête, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas qu'on oublie de signaler, c'est que seules les familles, c'est-à-dire les survivants des familles, pouvaient porter plainte. Vous pouvez expliquer ce point qui est un point de droit assez curieux. Tout à fait curieux. C'est-à-dire qu'on est en pleine création de la Cour pénale internationale. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Hein. Elle va être ratifiée dans les années 2000, c'est-à-dire quelques années après le procès. La Cour de la Haye, qui est la Cour pénale internationale de la Haye, qui est apte à juger les crimes contre l'humanité. Qui, par exemple, en ce moment, donc elle instruit une plainte contre la Russie sur ce qui se passe en Ukraine. Et si vous voulez, le gros avantage de la Cour pénale internationale, c'est que la définition du crime contre l'humanité, il est figé. On ne revient pas dessus. Alors qu'à Bordeaux, par exemple, quand commence la procédure, un des premiers actes de justice, c'est de redéfinir ce qu'est le crime contre l'humanité et ce par quoi donc Papon va être jugé et éventuellement condamné. Il faut savoir que le procès de Nuremberg donc, définit le premier, le crime contre l'humanité, qui n'a rien à voir avec la définition actuelle et avec celle de la Cour pénale internationale. Par exemple, à Nuremberg, les victimes se présentent au procès et jurent de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, alors qu'au procès de Bordeaux, il n'y a que les témoins qui jurent de dire la vérité, toute la vérité. Nous, partie civile, on intervient sans avoir à le faire. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau procès qui intervient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on redéfinit le crime contre l'humanité. Donc, il a été amélioré une fois, enfin amélioré ou redéfini lors du procès de Bordeaux contre les Malgré-nous. Les Malgré-nous, c'est les 17 soldats alsaciens qui ont participé au massacre de Radour sur Glane. Après, il est redéfini pour Barbie. Et après, il est encore redéfini pour Touvier et il est redéfini pour Papon. Donc, chaque fois, on perd 1 année, 2 années de procédure pour redéfinir le crime contre l'humanité. Et chaque fois, comme vous venez de le dire, le temps joue toujours en faveur des criminels, jamais en faveur des victimes. C'est une des données importantes à voir dans ces procès-là. Et à Bordeaux, qu'est-ce qu'ils décident? Eh bien, que seules les familles des parties civiles pourront être jugées pour crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 1597 déportés à Bordeaux et on ne va juger Papon que pour ce qu'il a fait sur 71 victimes. Et ça, comment vous expliquez une chose pareille? Parce que ça, quand on apprend ça, on est très surpris, puisque par définition, dans des cas de déportation, c'est hélas souvent des familles entières, et donc, ou quelquefois des gens qui avaient peu de familles, et donc vouloir se baser que sur les seuls survivants, par définition, réduit le chiffre de façon drastique. Une aberration par rapport à ce qu'est le crime contre l'humanité, parce que si le crime contre l'humanité réussit, il n'y a pas de survivants, il n'y a pas d'ayant droit, il n'y a pas de procès, donc d'après cette logique-là. Je sais pas. Donc, nous, on a eu, par exemple, j'ai participé à un colloque avec Cyril Nick et puis Pierre Jean, qui était président de la Cour de cassation, qui ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas étendu à toutes les victimes la plainte. C'est d'autant plus important qu'à Bordeaux, sur les 71 victimes concernées par la plainte pour crime contre l'humanité, il n'y a pas eu d'ordre d'arrestation signé. Est-ce que vous avez... C'est quelque chose de très important, parce que vous verrez tout à l'heure quand on parlera des questions posées au jury, les 700 et quelques questions posées au jury. Une des questions et la première question pour chaque personne déportée, c'est est-ce qu'il a été victime d'une arrestation? Et Papon et son avocat, en permanence tout au long du procès, n'arrêtent pas de dire « je n'ai jamais signé un seul ordre d'arrestation ».
Or, dans le dossier, on a des dizaines d'ordres d'arrestation signés de Papon. Mais on ne peut pas les présenter parce qu'ils ne concernent aucune des 71 victimes. Vous voyez un peu le paradoxe que l'on avait, quoi. Oui, ben alors, quand on... Il avait procédé à des arrestations, on ne peut pas en parler parce qu'il ne concerne pas nos familles directement. Alors, on a l'impression, quand on voit, c'est pour ça que j'insiste sur tout le pré-procès, parce que c'est très important. On a l'impression d'abord que vous avez affaire vraiment à un système kafkaïen, totalement. Là, l'exemple que vous donnez est tout à fait probant et parlant. Donc, il y a les victimes que vous représentez, les différentes familles. Vous avez réussi à représenter donc 71 victimes. Il y en a beaucoup, beaucoup plus, puisque en tout, c'est à peu près 1600, 1700 personnes qui ont été déportées de Bordeaux. Et, pardon 1597. Oui, 1597, pour être précis, ok. Et donc, les autres, donc tous ceux sur ces 1597 victimes exterminées, donc il n'y en a que 71 qui sont représentés, ce qui est absolument délirant. Et Papon, on ne peut même pas lui opposer les documents qu'il a signés. Enfin, c'est complètement fou. Et ensuite, toutes ces procédures dont on va pas parler de tous les détails, mais vous en avez parlé déjà largement, retardent. Comme on l'a dit, le procès ne prend vraiment effet qu'à partir de fin 1997. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que finalement, la machine judiciaire, donc l'État et forcément le parquet, donc n'a pas cherché beaucoup finalement à faire ce procès. Finalement, on attend, le temps fonctionne en faveur de l'État français. Ben écoutez, nous, on a considéré que, et dans ma famille, qui est une famille, ce qu'on appelle une famille juive laïque, on faisait confiance à la République, et donc du moment qu'on demandait à la République de juger l'État français à travers Papon et les fonctionnaires de Bordeaux, on s'adaptait, on attendait les décisions de la justice. On était très, très sages et très obéissants. Oui, mais moi, je vous demande votre opinion, votre ressenti. C'est parce que, certes, de toute façon, vous n'aviez pas le choix. De toute façon, le système judiciaire est celui qu'il est, et puis c'est tout. Mais quand on voit ça, on se dit quand même, finalement, le temps travaille contre les familles. Toujours, dans toutes les procédures contre l'humanité, le temps profite aux coupables, aux responsables, ça c'est clair. Hein. Non, mais on a été assez... moi j'étais toujours confiant. Hein. On savait, on était persuadé que Papon était coupable, donc on savait que forcément il serait rattrapé par la justice. Pas de problème. Alors, passons maintenant au procès. Vous avez parlé du premier jour, constitution du jury. Est-ce que Papon dort en prison? Comment? Est-ce que M. Papon dort en prison? Oui, il passait 3 ou 4 jours en prison. Son avocat principal, Maître Barrault, demande sa mise en liberté. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais je soutiens cette demande, et notre avocat Boulanger soutient cette demande. C'est-à-dire qu'on est deux seuls à soutenir la demande de la défense, alors que toutes les autres parties civiles sont très, très remontées, vont debout et veulent quitter le procès, etc. Donc, il a fallu qu'on mette plusieurs journées à expliquer à mon père, aux autres parties civiles, que l'intérêt qu'on avait, c'est que Papon puisse assister au procès. Et pour qu'il puisse assister au procès, il fallait qu'il soit accusé libre. C'est-à-dire que sinon, il aurait fait ce qu'a fait Klaus Barbie, c'est-à-dire qu'il serait resté dans sa prison, et comme disait Persfeld, il aurait boudé dans sa prison. Il aurait refusé de venir assister au procès. Or, le fait qu'il puisse assister au procès, ça le montrait sur son vrai visage, parce que c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et donc, de suite, les autres parties civiles, enfin, très rapidement, nous ont soutenus, et l'ensemble des parties civiles, à part les Persfeld, a soutenu la demande de mise en liberté de la défense, et donc il a obtenu. Et ça, c'est le premier acte important du procès. Hein. Là aussi, alors je me permets encore une fois de vous interrompre là, mais cette demande de mise en liberté, donc ça veut dire qu'il dort à l'hôtel où il veut, et il vient assister au procès, aux séances du procès. Vous le faites parce que, dans le fond, vous faites un calcul, tout simplement. Vous voulez la justice, vous voulez que les débats aient lieu, vous voulez, en fait, qu'on fasse, que l'histoire même judiciaire ait lieu, mais du coup, vous êtes quand même obligé
Deux, d'accepter que M. Papon dorme à l'hôtel et pas en prison. Ce que je trouve quand même assez cynique comme situation. Mais vous n'avez pas le choix. Ben, on n'avait pas le choix, si, on avait le choix de faire comme pour le procès Barbie, c'est-à-dire de faire un procès sans accusé. Donc un faux procès. Quoi. Non, pas un faux procès, mais enfin un procès sans l'accusé, sans qu'il y ait à s'expliquer, sans que l'intérêt d'un procès d'assises, c'est que c'est un débat contradictoire. C'est-à-dire que du procès d'assises avec un débat contradictoire, il ressort ce qu'on appelle une vérité judiciaire. Bien sûr. Une vérité d'historien qui n'est pas une vérité de politique, c'est une vérité judiciaire. C'est ce que je dis, vous avez fait un choix qui s'explique très bien, qu'on peut comprendre, mais qui est quand même une façon, pour vous, une concession supplémentaire. Oui. Bon. La justice en permanence dans le procès Papon a eu des avancées en permanence, c'est-à-dire que grâce ou à cause de Papon, elle a pris des décisions qui n'existaient pas avant. La mise en liberté, par exemple, etc. Il y en a plusieurs autres, après on verra sur le paiement des indemnités, enfin, etc., etc. Et donc, le procès commence et arrive ce qu'on appelle le défilé pendant 2 ou 3 mois. Donc, le procès est prévu pour durer 3 mois. Je vous mets, vous voyez, en comparaison ou en miroir avec le procès des attentats qui ont lieu en ce moment, où on a prévu 1 an. Donc, je pense qu'on va largement les dépasser, peut-être arriver à une procédure qui va durer 2 ans. Donc, nous, il est prévu pour durer 3 mois. Il a duré 6 mois. Et on passe d'octobre à fin novembre au défilé des témoins de moralité de Papon. C'est-à-dire que viennent à la barre défiler des gens, anciens ministres, le Premier ministre, enfin, etc., anciens résistants, etc., qui viennent défendre Papon et dire Papon, il est des nôtres, etc. Ça dure 2 mois et chaque fois, de façon à peu près régulière, à la fin de chaque déposition de témoins de moralité de Papon, il y a nos avocats posent la question, c'est devenu presque après comme une pièce de théâtre, ça se répète, ça se répète. Est-ce que vous avez connu Papon pendant la guerre? Non, je n'ai pas connu Papon pendant la guerre. Donc, comment vous pouvez dire qu'il était résistant? Non, effectivement, je ne peux pas savoir, etc., etc. Sauf avec la venue d'ancien Premier ministre, dont le nom m'échappe, je le retrouverai tout à l'heure, qui vient Pierre Messmer, pardon. Mesmer, oui. Résistant authentique, bien sûr. Enfin, la plupart des autres aussi étaient des résistants au moins connus. Bon. Et à la fin de sa déposition, pareil, on lui demande, etc. Et Maître Jakubowicz lui pose la question qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Papon? Et il dit à la place de Papon, j'aurais immédiatement démissionné. Ce que nous, on attendait que. Voilà, et donc, pour nous, c'était, si vous voulez, il a été. Le témoignage de défense de Papon est devenu un témoignage d'accusation. Alors, après les témoins de moralité, il y a eu Jean-Luc Enaudi, là, on avait parlé, qui est venu expliquer ce qu'a dit Papon pendant ce qu'on appelle la guerre de Paris, c'est-à-dire avec les Algériens, une centaine d'Algériens tués, les noyaux de Laval, le micro-Charonne, enfin, etc. Et en décembre, arrivent les témoignages, nos témoignages de nos familles. Et donc, c'est là que nous, on attaque ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle dans le livre le cœur du crime contre l'humanité, c'est-à-dire les actes pour lesquels on accuse Papon. Entre autres, deux points importants pour nous. C'est ce qu'on appelle la falsification de nationalité. C'était une des spécialités de la préfecture régionale de Bordeaux. Il arrête des juifs qui ne sont pas déportables. Par exemple, en juillet 1942, 18 juifs hongrois. À l'époque, Hitler a signé un accord avec la Hongrie et on ne déporte pas les juifs hongrois. Donc, ils sont libérés à la demande des Allemands. Et quelques jours après, ils sont re-arrêtés, déportés. Et ils ont changé de nationalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être nés à Bucarest, à Budapest, Hongrie, ils deviennent nés à Bucarest, Roumanie. Ils sont déportés. Donc, c'est simplement un simple travail de fonctionnaire derrière son bureau, de Papon, du service des questions juives, qui transforme la nationalité
de ces personnes qui fait qu'elles sont déportées sans retour. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les enfants. En juillet 1942, il y a 80 enfants qui sont arrêtés. Les accords Bousquet ont été signés en juillet 1942, mais le décret d'application n'est intervenu qu'en août 1942. Et c'est ce que j'appelle la vérité judiciaire, ça. Ça, c'est les actes réels qui sont passés à Bordeaux. Et donc, Papon et le service des questions juives placent les enfants dans des familles d'accueil, 81 enfants. Et dès que les accords de Hubert-Bousquet rentrent en application, alors qu'on ne leur demandait rien, il va chercher les enfants dans les familles d'accueil et les fait déporter. Voilà. Donc, c'est là, sur ces dossiers-là en particulier, où on voit que Papon fait du zèle. Il n'est pas... Au-delà des demandes allemandes. C'est là où il a une responsabilité, alors du coup personnelle, dans le crime contre l'humanité. C'est pas juste quelqu'un qui a signé un bordereau comme ça. Il est repris plusieurs fois par le président de la Cour d'assises. Il lui dit, mais enfin, Papon, on voyait bien qu'ici, on est au cœur du crime contre l'humanité. Alors après, lui, il a sa défense. Donc sa défense était, on ne savait pas. Nous, on a prouvé qu'à Bordeaux, on savait, puisque à Bordeaux, il y a une déportée qui réussit à rentrer d'Auschwitz. Je peux en parler un peu, mais enfin, c'est son père est en Angleterre, dans les forces françaises libres, chef des services secrets, enfin ancien chef des services secrets français. Il interpelle son homologue allemand qui lui demande de faire libérer sa fille, qui est donc arrêtée, mise en prison à Auschwitz, quoi. L'officier allemand intercède en sa faveur, libère sa fille, qui revient à Bordeaux, qui va voir Papon pour lui expliquer ce qui se passe à Auschwitz. Donc, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas, puisqu'ils avaient un témoin direct qui était venu les voir. Premièrement. Deuxième point, on était résistants. Voilà. Donc, d'un côté, on donnait le change, etc. Donc là, sur la résistance, on a prouvé que Papon n'avait jamais été résistant. Donc, si ce n'est résistant, il a été résistant le 6 juin 1944, c'est-à-dire... Oui, mais ça, c'est de toute façon, moi je trouve personnellement, excusez-moi, mais le prétexte de résistance ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut très bien, d'un côté, d'une main, envoyer des Juifs en déportation et de l'autre, être résistant. Il y en a certains qui l'ont fait, et je crois que Bousquet le premier d'ailleurs. C'est pas un gage de moralité ni de manque d'antisémitisme. Ce qui est intéressant dans l'affaire, moi je trouve vraiment, c'est d'abord le zèle de Papon et deuxièmement la défense très faible, et notamment on ne savait pas, même s'il ne savait pas tous les détails, il savait à peu près ce qui se passait. On n'arrête pas des vieillards et des enfants pour aller travailler. Donc, et c'est absolument pas une excuse, mais ça c'est le... Il n'a pas un mois, quoi. C'est l'excuse qu'on en entend toujours. Je veux dire, tous les procès qui est autour de ça, c'est toujours la même chose. Bon, et ça ne tient pas très bien. Les justes, ils savaient, quoi, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, non seulement les justes, mais les juifs qui faisaient des pieds et des mains pour cacher leurs enfants et pour essayer de se cacher, et qui quelquefois se suicidaient de Drancy et d'autres, une fois qu'ils avaient été arrêtés. Bon, c'est pour ça que la question dont on ne savait pas ne tient pas. Surtout à ce niveau-là de l'État. Ce qui est curieux maintenant dans la personnalité de Papon, on va avancer ensuite dans les témoignages, mais d'abord, puisque vous avez évoqué ce zèle administratif, c'est que dans le fond, on n'a pas l'impression de quelqu'un c'est pas un antisémite virulent a priori. C'est pas ce qui ressort. Pour beaucoup de nos avocats, il n'était pas antisémite. Moi, j'ai des doutes, là, je pense qu'il était quand même un peu, quoi. Mais non, il a fait du zèle, quoi. Un fonctionnaire zélé, et deux, il a eu un peu le syndrome d'Eichmann, c'est-à-dire qu'à un moment donné, devant l'horreur de ce qu'il a commis, il est bien obligé de vivre et de continuer à vivre. Donc, pour continuer à vivre, il y a un dédoublement de la personnalité. Et ce n'est plus lui qui est le coupable des déportations et le ministre du budget de Gaulle. Et comme Eichmann, quoi. Oui, mais ça, c'est sa personnalité après. Ce qui est intéressant dans le procès Papon,
c'est aussi le procès de l'administration, c'est le procès du col blanc, du criminel en col blanc. C'est dans le fond, Papon ne fait que signer, ne fait que des ordres d'arrestation, et c'est sa signature qui tue, c'est qui condamne à mort. Un crime de papier, c'est ça, c'est le crime de papier. Il n'a jamais été une seule victime, même quand la synagogue de Bordeaux est transformée en prison, ce qui est un cas unique en France, je crois. À 2 reprises, donc on enferme les Juifs à la synagogue de Bordeaux, qui est au centre-ville. Je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux, c'est près de la rue Sainte-Catherine. Lui, ses bureaux n'étaient pas loin. Il n'a jamais été voir un seul déporté emprisonné. Alors, on en arrive à un côté, mais peut-être on reprendra ça, du côté un peu inhumain du personnage. Il y a quelque chose de très froid chez ce bonhomme. Mais peut-être vous allez évoquer dans le défilé du procès, les témoignages, notamment, je pense à celui Michel Slitinsky et celui de votre père, Maurice Matisson en particulier. Mais il y a d'autres témoignages également très forts qui sont très importants. Oui, mais je crois que pour eux, en tout cas pour mon père, pour Michel Slitinsky, c'était une façon de revivre, quoi, d'enterrer les morts, quoi. Pour eux, évoquer les familles mortes, enfin la famille, nous on a un fils déporté dans la famille, donc 8 à Bordeaux, pouvoir évoquer la mort de notre famille, ça permettait de faire le deuil, quoi, qu'on n'avait pas pu faire depuis 1942. Quoi. Alors, donc, peut-être. Ces témoignages-là qui sont très intéressants, mais il y a aussi des témoignages, on a eu celui d'Eliane Alisvax, de Jackie Alisvax, qui étaient des enfants qui avaient 6-8 ans à l'époque, de Esther Fogiel, témoignage très fort. Celui d'Esther Fogiel est particulièrement dramatique. Parce que non seulement elle a vécu la déportation de sa famille, mais en même temps, elle a été mise dans une famille d'accueil qui a abusé d'elle. Oui, elle a été extrêmement maltraitée, enfin violée, c'était horrible comme petite fille. Et on voit qu'elle n'a strictement aucune protection. Et pour elle, la Shoah, c'est vraiment une déchirure immense. Elle s'en est jamais remise du tout. Ah, c'est particulièrement horrible son témoignage, vraiment. Et c'est important parce que dans toutes ces questions de procès sur la Shoah, forcément, le poids porte sur ceux qui ont été déportés et tués, et donc exterminés. Et c'est effectivement à ce titre que Papon est jugé, mais on parle moins, parce que peut-être on ne peut pas directement accuser Papon de cela, ou des gens comme Papon, mais voilà, le cas de Esther Fogiel est absolument atroce. C'est une gosse qui est laissée chez des brutes, c'est une toute petite enfant, elle est violée, maltraitée, torturée. Enfin, c'est un cauchemar. Son récit est un cauchemar, absolument. Maltraitant de l'enfance, alors que c'est des gens elle n'a plus aucune protection familiale. Et voilà, c'est une victime directe, je ne peux pas employer le mot de collatéral, de l'action de Papon. Et moi, je trouve ça extrêmement fort parce que c'est judiciairement pas acceptable, mais moralement, ça montre les dégâts en cercle qu'ont fait des gens comme Papon. C'est-à-dire que c'est terrible, et on le voit sur elle, mais cela dit, le témoignage, il y a un point très fort aussi chez votre père, qui était plus grand, qui quand même été résistant, très actif, et engagé volontaire ensuite. Enfin, c'est quelqu'un qui était adolescent puis très jeune adulte, donc a une conduite héroïque, mais il le dit, les années qu'il a mis pour se reconstruire, les années pour faire des études, accomplir ses études, puisque sa scolarité avait été complètement coupée, et pour reconstruire, s'occuper de ceux qui survivaient dans sa famille. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre père? Non, notre famille, on a récupéré tous les rescapés. Donc, moi, j'avais mon père, ma mère, mon grand-père et ma grand-mère qui avaient survécu à la guerre. Et
on est levé avec nous, et donc il y avait Esther, il y avait Jackie, Claude et Eliane Alisvax, qui étaient trois cousins. Donc on a été une famille recomposée d'une dizaine de personnes, donc sur autant de déportés qu'on avait eu. Et on a vécu ensemble pendant très très longtemps, quoi. Et mon père, par exemple, il a fini ses études, il a passé son doctorat de psycho. C'était pas exactement. Enfin, il est devenu docteur en psychopathologie, donc il avait 40 ans, quoi. Il a repris ses études sur le tard, il est obligé. Oui, parce qu'il avait charge d'âme avant. Donc, tous ces témoignages sont extrêmement forts par définition. Et finalement, est-ce que Papon, à un moment quelconque du procès, dit quelque chose qui puisse être l'amorce même d'un remords, d'un mot d'excuse, de quelque chose de ce style? Pas un seul mot d'excuse, pas un seul regret, pas une larme. Rien. Le monstre froid, quoi. Moi, j'ai appelé ça le golem, parce que pour moi, c'était le monstre de pierre, quoi. Mais enfin, après, on m'a dit non, le golem, c'est une figure juive. On ne comparait pas au golem. Dans mon idée, vous voyez, c'était le monstre de pierre et le monstre au cœur de pierre, quoi. Donc, finalement, il est condamné. Il y a un délibéré extrêmement long. Oui, il y aura toute une vie. Et comment se fait-il qu'il y ait eu tant d'hésitation sur la fin, finalement? Il y a eu 782 questions, donc il fallait qu'ils répondent à 782 questions. Pour chaque 71 victimes, il y avait 4 questions qui étaient posées, donc il fallait qu'ils réétudient pour chacun des 4 questions qui étaient posées. Et donc, 3 questions principalement et une 4e pour les mineurs. Et sur la question de la sentence, parce que le procureur ne demande pas finalement la perpétuité. Non, nous, on voulait, moi je voulais qu'on demande la perpétuité, Esther Faugier, elle voulait qu'on demande la perpétuité, et l'avocat général et le procureur de la République demandent 20 ans de réclusion criminelle. Voilà, il est à une voix près, il y a échappé, et donc il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec la perte de ses droits civiques et familiaux, c'est-à-dire le port de la Légion d'honneur, etc., etc. Oui, il va même être d'ailleurs condamné pour la porter quand même, oui. Je crois, plus tard. Bon. Après qu'il soit remis en prison, qu'il ressort de prison, et donc il porte la Légion d'honneur, il est condamné à, je crois, c'est à 2500 € d'amende. Alors, tout ça, ça paraît dérisoire par rapport à la grandeur du crime et à la douleur des familles des victimes, bien évidemment. Il y a quelque chose de dérisoire, mais il y a forcément quelque chose de symbolique. Ce monsieur qui est très âgé, qui de toute façon, tout le monde le sait, ne fera jamais ni 10 ans, ni 20 ans, ni perpétuité de prison. Mais ce monsieur qui est très âgé, finalement, n'est condamné que à 10 ans de prison. C'est déjà bien qu'il soit condamné, c'est l'importance du procès Papon dans l'histoire française, mais j'ai l'impression, à votre place, c'est la question que je voudrais vous poser, peut-être vous allez ajouter ce que vous vouliez dire, je ne veux pas vous couper, mais j'ai l'impression quand même d'une claque, quoi, quand on lit tout le dossier et toute cette bagarre que vous avez eue pendant des années, et ce type est condamné à 10 ans. Ben, si vous voulez, oui, c'était pas beaucoup, quoi. Un, c'était pas beaucoup, et deux, comme je voulais vous le dire, là, il a été condamné à 10 ans pour complicité de crime contre l'humanité. Voilà. C'est encore une façon d'atténuer sa culpabilité. Il rentre dans le procès d'assises inculpé pour crime contre l'humanité, il en ressort complice de crime contre l'humanité. Ça, c'est le travail des Clercel, entre autres, qui, pour eux, il y avait un acteur principal, un auteur principal du crime, et la France était complice de cet auteur. Alors qu'aujourd'hui, dans la Cour pénale internationale, par exemple, ça n'existe pas la complicité de crime contre l'humanité. Quand on est responsable à un degré ou à un autre du crime, on est coupable du crime contre l'humanité. Voilà. Donc ça, vous voyez, pour moi, c'était une des choses les plus difficiles à admettre. Pourquoi il rentre dans un procès
condamné, accusé de crime contre l'humanité, et comment il fait pour en ressortir pour complicité de crime contre l'humanité. Je n'ai jamais eu la réponse à cette question. J'ai posé, pourtant, je me suis battu aller voir les juges, etc. Je n'ai jamais eu la réponse. Comment il avait fait. Donc, on voit bien un peu l'idée qu'il y a derrière, mais pour moi, elle est insupportable. Enfin, ça, c'est quelque chose d'insupportable. Après, ce qui était important pour nous, enfin pour ma famille en tout cas, c'est que pour la première fois dans l'histoire française, il y avait un fonctionnaire qui était condamné pour la déportation des Juifs de France. C'est le seul procès qui juge et qui condamne l'État français à travers Papon, l'État français, pour son rôle dans la déportation des Juifs de France. Ça, c'était pour nous la grande victoire. Vous, une immense victoire sur le plan, vous êtes des, faut le dire, moi j'emploie le terme de héros, aussi bien Michel Slitensky que votre père, qui sont, comme je l'ai dit au départ, sont deux simples personnes qui n'ont pas forcément toutes les armes pour se battre contre une machine d'État et qui finissent par faire condamner, comme on le dit, un très haut fonctionnaire et ministre de la République. Donc c'est pas une petite victoire de ce point de vue-là, mais c'est quand même, je trouve, une bagarre terrible quand même. Ça a dû vous bouffer des années et des années de procédures et tout ça. Je trouve qu'en regard de la peine, encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il a fait cette peine, parce que dans le fond, il aura fait 2-3 ans de prison, pas plus, vu son âge, mais c'est pas ça le problème. On a l'impression qu'on vous a lâché comme une forme de petit dédommagement, 10 malheureuses années symboliques qui ne fera pas, bien évidemment. Et il y a la question, en plus, des indemnités financières. C'est des détails, mais c'est des détails qui en disent tellement long. Parce qu'en permanence, dans ce procès, il y a la justice prend des décisions contraires et contradictoires. Quand on a été mis en accusation, on n'aurait jamais dû l'être. D'un côté, on va dans un sens, de l'autre côté, dans le sens de Papon, etc., etc. Et en permanence, l'histoire des indemnités, là, on va en parler, là, mais c'est quand même quelque chose qui, nous, est resté coincé dans la gorge. C'est-à-dire qu'à l'issue de sa condamnation, le lendemain, il y a ce qu'on appelle le procès qui va débattre des indemnités. Nous, on a demandé, on avait bien insisté auprès de toutes les parties civiles à demander le franc symbolique pour ne pas dénaturer l'action qu'on avait faite. Donc, on demande le franc symbolique qu'on a bien sûr obtenu. Et Papon est condamné à payer, je crois, c'est 2,6 millions de francs d'indemnité pour les frais d'avocat. Oui, c'est à peu près 700 euros environ, 700 000 euros, pardon, environ, pour de vous dédommager, non pas comme victime, mais de vos frais de justice. À toutes les parties civiles, hein. C'est pas pour vous personnellement, bien sûr. Non, mais c'est des demandes qu'ils avaient. Alors, il y avait beaucoup d'avocats d'associations comme la LUTRA, la Ligue des droits de l'homme, etc., qui demandaient moins, c'est parce qu'ils étaient payés par leur association. Mais quelqu'un comme Gérard Boulanger, il a consacré 20 ans de sa vie à l'affaire Papon et à un moment donné, il ne faisait que ça. Donc, il ne travaillait pas, etc., etc. J'imagine que vos familles ont eu des frais aussi. Donc, Papon est condamné à ça et il n'est pas solvable. Alors, c'est quand même étonnant. Quelqu'un comme lui, a priori, il a de l'argent. Alors donc il s'est rendu insolvable, il a tout donné à ses enfants. Donc, ce qui veut dire déjà qu'il savait qu'il serait condamné, enfin qu'il avait une forte chance d'être condamné, puisqu'il avait prévu le pire, on va dire. Et il y a un premier procès qui est fait pour annuler cette insolvabilité et donc qui intervient. À un moment donné, je me souviens, j'étais dans le bureau de Gérard Boulanger, il y a un huissier de justice qui appelle Gérard, qui lui dit « Maître Boulanger, on va faire un virement d'une somme importante d'argent sur le compte de Papon qui est en prison, et si vous voulez, vous avez une fenêtre d'1 semaine pour saisir cette somme pour payer les indemnités. » Donc, c'est ce qu'on fait. On récupère une partie de l'argent. Et à ce moment-là, enfin, quelques mois après, Papon demande à ce que l'État français prenne en charge le paiement de ce à quoi il a été condamné parce qu'il était fonctionnaire à l'époque. Donc, vous voyez le gros paradoxe de Papon, fonctionnaire de Vichy, et condamné
à 10 ans de réclusion criminelle et l'État français de la République paye ses indemnités, puisqu'il a eu gain de cause en tant qu'ancien fonctionnaire. Donc, ce qui veut dire que indirectement, nous les victimes, on a participé, on a contribué à payer une partie des sommes que Papon devait payer. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste coincé. Ben oui, Mais parce que c'est en permanence qu'il y a des décisions qui vont dans un sens ou dans l'autre. Alors, si on fait un peu le bilan de tout ça, finalement, d'abord, moi j'ai envie de dire chapeau, vraiment, enfin bravo pour vos familles, enfin qui se sont obstinées à mener ce procès au bout. Ça demande de votre part un courage énorme, parce que je crois que les gens doivent se rendre compte de ce que ça pouvait remuer, des difficultés, des relancements de procédures, etc., etc. C'est absolument, c'est soulever une montagne vraiment, et vraiment bravo. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps joue pour Papon dans tous les cas, de toute façon. Euh, Mais vous avez réussi, c'est un procès très important pour l'histoire, parce que comme vous l'avez dit, c'est le seul procès, donc il y a eu le procès Touvier également, mais Touvier n'était pas strictement un fonctionnaire, c'était un chef, un des officiers de la milice, tout à fait différent comme personnage. Et puis il y a eu le procès Bousquet qui n'a jamais eu lieu, puisque Bousquet a été assassiné de façon malencontreuse ou bien heureuse en tout cas pour ceux qui voulaient pas que ce procès ait lieu. Et nombreux ils devaient être, hein, et même très haut placés en France. Et donc le fait est que Bousquet, qui a gardé une amitié jusqu'au bout avec François Mitterrand, devenu président de la République entre-temps, Bousquet qui est un haut fonctionnaire tout au long des décennies d'après-guerre, où a travaillé dans des grandes sociétés, et dans des comités d'administration de très grandes sociétés. Tous ces gens-là ont eu une très bonne vie, il faut le dire les choses, et que ce n'est que très tard que leur passé les rattrape. Et finalement, voilà, ils s'en sortent à leur manière. Maintenant, chez Papon, vous l'avez dit, il n'y a pas un mot, il n'y a pas l'esquisse même de le moindre regret, la moindre chose. Et finalement, il va mourir quelques temps plus tard et en emportant sa bile avec lui, si je peux dire. Oui. Non, on est d'accord, il n'y a pas de... Et alors, qu'est-ce que vous tirez pour être... Il y a eu une tentative de procès à Toulouse, la famille Lipsich, qui a porté plainte contre la SNCF, je crois, et qui n'a pas abouti. Oui, mais ce qui est un peu différent, c'est la SNCF, c'est une société, c'est pas un individu. Mais même si c'est très important aussi comme tentative. Mais maintenant, qu'est-ce que vous, à titre personnel, puisqu'on a l'honneur de vous avoir en ligne, qu'est-ce que vous tirez, ou peut-être aussi au nom de vos proches qui ont vécu cette période, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de tout ça? Mais pour moi, si vous voulez, le premier point qui me semble important, c'est que quand on regarde un peu l'histoire de France, donc le début du siècle dernier, ça commence avec le procès pour libérer donc Dreyfus. Et donc il se termine par le procès Papon. Ça veut dire que dans l'histoire de France, il y a une constance dans cette haine contre les Juifs. Et puis, le deuxième point, c'est que c'est un procès qui appelle à la conscience universelle. C'est-à-dire que je pense que grâce à ce qui s'est passé à Bordeaux, au procès contre Papon, on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on ne peut pas rester impuni si on obéit à des ordres qui sont indignes, voilà, ou uniques. Et je pense qu'il y a plusieurs procès qui sont réouverts en Allemagne suite au procès de Bordeaux, qui sont liés directement au résultat du procès de Bordeaux. Voilà. Puis enfin, le troisième point, c'est que, à mon avis, le procès a montré que,
la gravité de ce qu'on appelle un crime de papier. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assis derrière son bureau, il envoie des milliers de personnes à la mort sans état d'âme, sans... Alors, De Dreyfus à Papon jusqu'à aujourd'hui. alors si vous me permettez, oui, je vous en prie, allez-y, finissez. J'interviens beaucoup dans les collèges, dans les lycées, et je sais que dans les lycées, c'est quelque chose d'important parce que d'abord, dans leur travail sur l'histoire de cette période, là, ils travaillent sur la mémoire, ils travaillent bien sûr la Shoah, la mémoire, et dans le cas du travail de la mémoire, sur justement la réparation et les procès en France, et le procès Papon fait partie de leur cours d'histoire. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important d'aller là-bas parce que ça me permet, moi, de parler du rôle justement des valeurs de la République pour se battre contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de racisme. Alors, moi, je vais me permettre de vous citer, si vous voulez bien. Dans ce procès, vous êtes, que ce soit bien clair, vous êtes né après-guerre, vous êtes donc la génération d'après la Shoah, et dans votre témoignage devant la cour, donc dans le procès Papon, vous avez été témoin néanmoins, et voilà ce que vous dites, je vous cite. Il y a une difficulté à soulever cette chape de silence. Nous avons notre mémoire en jachère. Je trouve personnellement l'expression très forte. Nous avons notre mémoire en jachère. Il y a une difficulté sérieuse à vivre avec ce passé, un mal-être. Je voudrais témoigner qu'il ne s'agit pas que de ma propre difficulté à vivre, de celle de Jean-Marie Matisson, mais de celle de tous les enfants des familles juives. J'ai eu l'occasion de voyager dans le monde et je peux dire que pas une famille juive n'a été épargnée par la Shoah. J'ai 2 de mes frères qui sont morts jeunes et je suis convaincu que pour l'un d'entre eux, il est mort de ce mal de vivre. Il n'est pas facile de porter le deuil des gens de notre famille qui n'ont pas été enterrés, pour lesquels il n'y a pas eu de corps à mettre en terre. J'ai enterré mes 2 frères et je les ai connus, et pourtant, il m'est beaucoup plus difficile de parler de ces morts que je n'ai pas connus. Nous sommes hantés par les fantômes de nos morts. Jackie a dit qu'il était comme une vieille valise abandonnée. J'ai par exemple un cousin qui, pendant 15 ans, a été incapable de prendre une douche parce que cela lui rappelait les chambres à gaz. J'éprouve aussi une difficulté d'entrer dans une gendarmerie, comme ma cousine Eliane, qui ne supporte pas la présence de policiers. Il y a le fol espoir d'Eliane, qui, quand on sonne chez elle, croit toujours que ce sont ses parents qui rentrent des camps. Je veux parler maintenant de ma grand-mère, qui a été une femme admirable, qui a recueilli toute la famille écartelée. Je voudrais dire que son grand malheur est d'être morte, inculpée par Papon pour dénonciation calomnieuse. C'est comme s'il l'avait tuée une 2e fois. Cette inculpation a été très difficile à vivre pour elle. Ce sont 2 gendarmes qui sont venus lui apporter son inculpation. Vous comprenez aujourd'hui combien cela a été dur pour elle. Voyez le poids que cela peut représenter. Je voudrais que vous posiez une question à Papon. Pourquoi a-t-il porté plainte contre nous pour dénonciation calomnieuse? Et je voudrais arrêter là, c'est votre témoignage, mais je tenais à le dire parce que c'est déjà le témoignage indirect qui me fait écho, parce que je suis un petit peu plus jeune que vous, mais je suis la première génération d'après aussi, et je trouve que vous dites des choses très fortes, justement. Et c'est vrai que voilà, c'est une période qui ne s'efface pas, qu'il n'est pas possible de tourner la page. Et en tout cas, je suis plein d'admiration pour ce que vous avez réussi à marquer, vous et enfin votre père et Michel Zlitansky. Donc, j'ai eu la joie de marier le petit-fils de Michel Zlitansky, qui était décédé, hélas, il n'était pas en mariage. Et c'est extrêmement puissant de voir combien des individus arrivent à faire basculer des rouages de l'État comme vous avez réussi à le faire. Moi, je suis tout à fait admiratif, je tenais à vous le dire. Et je vous remercie infiniment. Mon fils est un ami de David, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est son père David. Lui, c'est le petit-fils de Michel.
je me souviens plus. Et donc qui est franco-israélien. Mon fils est franco-israélien, donc il y a des similitudes aussi à travers nos familles sur le parcours. Voilà. Voilà. Bon. Ce que je dis, c'est une réalité parce que la Shoah, ça s'est passé dans l'indifférence quasi générale de l'Europe. Quand on voit le nombre de rescapés des camps d'extermination, je crois que c'est autour de 3%. Oui, c'est très faible. Enfin, on reconstruit ce qu'on arrive à reconstruire. Merci infiniment. Merci vraiment pour votre témoignage. Merci. S'il y a des questions, peut-être, je ne sais pas. Si des gens peuvent poser des questions, s'ils le veulent. Je pense pas. Je pense qu'on a tout dit. On a abordé tous les points. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Et à bientôt.